Donc on va entamer tout de suite notre première conférence. Et donc je vais vous présenter Lucien Tellenbaum, que certains connaissent par les ouvrages qu'on a à lire en formation. Lucien est psychiatre, psychopraticien multiréférentiel. Il est aussi superviseur. Comme je vous l'ai dit, il est auteur d'un certain nombre d'ouvrages, donc La bascule des mal-aimés notamment, La dépression, une épreuve moderne, et dernièrement d'autres psychotiques que moi. On voulait avoir Lucien, en tout cas moi je suis assez content d'avoir Lucien parce que je trouve qu'il a cette capacité à nous pousser, à nous questionner sur nos conceptions, voire sur nos préconceptions, et voire même parfois à nous provoquer un petit peu, et je trouve ça assez rafraîchissant et intéressant. Donc je laisse la parole à Lucien pour cette première intervention. Donc j'ai compris que je suis le provocateur de service. Autrement dit, un peu le bouffon. Grande fonction. Tu m'as dit bouffon. Ça commence bien. Alors, psychiatre, je ne le suis plus depuis un bout de temps. Je l'ai été, je ne renie pas mes péchés originels, mais ça fait une bonne trentaine d'années que je ne suis plus psychiatre. Mais ça nourrit évidemment toute ma démarche et ma réflexion sur ce thème-là que je vais aborder aujourd'hui, qui, le titre, c'est « De qui mon corps est-il le nom ?» C'est bien ça l'objet. « De qui mon corps est-il le nom ?» Alors on va commencer par un peu de provoque, parce qu'il y a une espèce de credo qui veut dire « mon corps m'appartient ». Mon corps m'appartient, ma vie m'appartient, ma mort m'appartient. Ça a été l'objet bien sûr, de beaucoup de combats. Depuis de nombreuses années, le combat des femmes qui sont basées là-dessus, mon corps m'appartient. Le combat aussi ces dernières années pour ma vie m'appartient et donc ma mort m'appartient aussi. Le corps des enfants leur appartient. Stop aux abus et aux violences sexuelles, etc. Mais est-ce que dire le corps m'appartient, alors on pense que c'est un concept tout à fait naturel, tout à fait normal, tout à fait évident. Pour nous, c'est évident. Pour moi, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas pour un certain nombre de raisons que je vais essayer d'expliquer, parce que ce n'est pas évident, parce que c'est une création culturelle, comme il y a des cultures où il n'est pas possible de dire « mon corps m'appartient ». Nous sommes dans une culture qui, à la suite d'une certaine évolution, est arrivée à cette croyance. Mais je dirais que c'est un credo qui est opérationnel tant qu'on le partage, et qui est évidemment très utilisé dans le cadre de la psychothérapie, en particulier psychocorporelle. Mais vous avez, en tant que praticien, vous vous êtes rendu compte aussi le nombre de fois où, en travaillant, vous trouvez que dans ce corps, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Qui est-ce qui l'habite, en réalité? Comment ça se passe? Ça fait un peu guerre ou guérilla à l'intérieur. Donc ça pose une question. Ça vient un peu en contradiction avec mon corps m'appartient, et en tout cas, ça signifie que mon corps m'appartient n'est pas donné, que dans ce cas-là, par exemple, c'est l'objet d'une démarche, d'un travail. Et donc, ce qui m'a beaucoup amené sur cette question, sur ce questionnement sur le corps, c'est évidemment un certain nombre de mon expérience clinique, une expérience qui a été nourrie par mes années de psychiatrie. J'ai fait un certain nombre d'années en psychiatrie, des années en dispensaire de quartier, j'ai travaillé comme psychothérapeute aussi un certain temps,
je suis superviseur, etc. Et donc, ma réflexion s'est approfondie au fur et à mesure. Et en travaillant en psychiatrie, c'est vraiment autour de 3 thématiques que le problème s'est progressivement posé. Il s'est posé avec des catégories de personnes qui étaient très présentes en psychiatrie et qui posaient des problèmes particuliers, et qui souvent, les problèmes pour moi, une des questions c'était quel est le lien entre les phénomènes sociaux, les phénomènes généraux et le destin d'une personne particulière. Ça se pose par exemple beaucoup par rapport à l'alcoolisme. Il y a des gens qui sont alcooliques et en même temps c'est un phénomène social, global, important, que la société appelle fléau et qui apparaît comme tel assez récemment dans l'histoire de la société occidentale. C'est vers le milieu du 19e siècle et l'industrialisation que quelque chose est isolé comme alcoolisme. Et donc la question c'était quelle est l'intersection entre le devenir de quelqu'un, la pathologie, puisque les médecins ont pathologisé cet état, et un phénomène social. Ce qui faisait que quand j'étais à l'hôpital, je ne parlais jamais d'alcooliques, je parlais toujours de zalcooliques. Parce que les alcooliques forment un groupe, se constituent comme une communauté à l'intérieur des services de soins. Et puis dans un certain nombre d'endroits, ils ont une tendance à se regrouper, à faire corps. Et donc, pour moi, c'était important pour eux, c'est important pour eux de faire corps. Et ils se définissent un peu comme faisant partie de ce peuple, le peuple des alcooliques. Autre catégorie, alors là, très importante, les personnes qu'on dit psychotiques. Évidemment, je les ai côtoyées pendant de nombreuses années à l'hôpital, en psychiatrie, et on a beaucoup travaillé dans des fonctionnements de type communautaire, c'est-à-dire avec une mise en commun, beaucoup de temps passé ensemble dans le service, en mettant beaucoup de choses en commun, en prenant toutes les décisions ensemble. Alors, ensemble, ça veut dire les patients, les soignants, les visiteurs, les familles, etc. Il y avait une assemblée communautaire un peu à la façon des arbres à palabres africains ou des choses comme ça. Et on a remarqué un certain nombre de choses très particulières. Par exemple, des gens qui étaient très considérés comme très psychotiques, très délirants, agités, hallucinés, etc. S'ils pouvaient s'asseoir dans le cercle, c'est-à-dire sortir des 2 espaces où ils avaient tendance à se mettre, c'est-à-dire en marge ou au centre, mais s'asseoir dans le cercle, donc dans une position paritaire avec les autres intervenants, ils devenaient, je ne sais pas si je peux dire normaux, mais ils devenaient cohérents. C'est-à-dire qu'ils intervenaient d'une façon très, très pertinente, très intéressante, et on observait pour nous, c'était évidemment des effets qu'on a appelés neuroleptiques. Les neuroleptiques, comme vous savez peut-être, ce sont les médicaments spécifiques des phénomènes psychotiques, ce qu'on appelle maintenant des antipsychotiques, donc qui ont une action sur les phénomènes psychotiques, sur la dépersonnalisation, les hallucinations, le délire, etc. Et on observait que pendant ces temps de réunion, quand ils restaient dedans, ça avait un effet neuroleptique, un peu surprenant, qui cessait quand ils sortaient. Ils sortaient de la réunion, ils repassaient dans le couloir, et alors là, ça redémarrait. Ils retrouvaient ce qui apparaissait comme de la folie, de l'incohérence, la discordance, enfin tout le catalogue. Et donc la question c'était qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec le cercle ? Qu'est-ce qui se passe avec le groupe ? Est-ce que par hasard il y aurait de la chimie là-dedans ? Est-ce que
dans cette situation de groupe, cette situation entraîne des effets identiques à ceux de la chimie. Donc ça agit sur la neurochimie, puisque tout ce que nous vivons est de la chimie aussi. Et donc, qu'est-ce que c'est cette chimie groupale, cette chimie de groupe? Qu'est-ce qui fait aussi que les dits psychotiques, des fois, sont pressés de ressortir de la réunion pour retrouver, est-ce que c'est pour retrouver leur fonctionnement psychotique? Ça, c'était aussi une question. Qu'est-ce qu'il y avait peut-être de difficile à supporter pour eux dans cette situation, et qui résonnait beaucoup pour nous avec ce grand problème de la prise en charge et de l'accompagnement des personnes psychotiques, qui est ce qu'on appelle la non-observance du traitement, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, les personnes psychotiques ont une grande tendance à arrêter les médicaments, ce qui a pour conséquence assez rapidement, pas toujours, mais souvent, de laisser réapparaître le fonctionnement psychotique. Et pour moi, la question, c'était est-ce qu'ils recherchent les effets de cet arrêt? Est-ce qu'ils cherchent à retrouver le fonctionnement psychotique qui aurait une fonction importante pour eux? Donc ce qui se passait là autour de cette réunion, c'était très, très parlant pour nous. Et puis il y avait ce qui se passait avec les personnes dépressives. Alors en hôpital, on avait effectivement des personnes qui étaient a priori très, très dépressives, puisqu'il avait fallu les hospitaliser. Et qu'est-ce qui se passait avec les personnes dépressives par rapport au groupe? Il y avait une période de réticence qui correspond à cette espèce d'isolement, à rester sous la couette, etc. Puis les gens étaient amenés progressivement, venaient parce que ça faisait bouger beaucoup de choses dans le service. Ils venaient et ils devenaient accros aux réunions. Et dans les réunions, ils sortaient de leur état dépressif. Ils sortaient de leur état dépressif, c'est-à-dire ils participaient, ils étaient vivants, réveillés, etc., sociaux. Là encore, même question. Chimie groupale aux effets antidépresseurs, question. Donc, qu'est-ce qui se passe entre le corps et le groupe? Qu'est-ce qui se passe entre le corps et le groupe, et qui a une signification, puisqu'en travaillant dans des situations de groupe, il se passait des choses qui pouvaient équivaloir à des traitements chimiques, le temps du groupe. Pour ce qui est des personnes plutôt dépressives, en réalité, l'effet pouvait se prolonger si les personnes entreprenaient par ailleurs, après leur sortie, entreprenaient par ailleurs un travail personnel. Sinon, elles avaient tendance à devenir un peu accros, effectivement, à ces groupes et à vouloir y revenir, en passant par la case hôpital, bien sûr, mais, ou avec des groupes qui étaient installés en dehors de l'hôpital. Mais il y avait une certaine addiction, peut-être, au groupe. Alors là, quand je parle je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont eu des expériences de groupe. Et qu'un certain nombre d'entre vous ont senti les effets modificateurs du groupe sur notre comportement. Moi, je les ai beaucoup ressentis et j'ai été très frappé, quand j'ai eu à animer des groupes, de l'effet puissant que ça a sur mon fonctionnement. Un effet, des fois, un peu... j'allais dire enivrant. C'est pas enivrant, c'est qui installe une sorte de transe. Qui installe une sorte de transe et qui peut mettre dans un état de conscience différent, qui fait disparaître des symptômes physiques, qui en amène d'autres. Donc il y a une interaction très forte qui agit sur notre corporel le plus corporel, disons. Donc, je regarde quand même de temps en temps mes notes, parce que si je veux tenir les trois quarts d'heure, là,
faut pas que j'en dise trop. Faut pas que je me laisse trop entraîner. Donc il y avait toujours cette réflexion à laquelle j'étais amené par intérêt et puis par la force des choses sur l'interaction entre l'individu et le groupe, où se trouve l'interface, de quelle nature elle est, qu'est-ce qui fait qu'un fonctionnement de groupe, et en extrapolant un peu, en allant plus large, un fonctionnement social, pouvait être traduit dans une psyché individuelle par telle ou telle forme d'expression, et surtout telle ou telle forme d'expression de la souffrance, et quelle était la correspondance entre cette forme d'expression de la souffrance et les phénomènes globaux, phénomènes de groupe, phénomènes collectifs. Ce qui m'a amené plus tard à m'interroger sur le rôle de lanceur d'alerte que peuvent représenter les personnes qui ont une pathologie, si on peut dire, personnelle, par rapport à quelque chose qui se passe dans beaucoup plus grand qu'eux, dans un corps social, le corps social, du corps individuel au corps social, et du corps social au corps individuel. Dans des phénomènes comme ça, quel est le nom de qui le corps est-il le nom? Est-il le nom du groupe, dans la mesure où il est agi, transformé, modifié dans son fonctionnement par le groupe? Est-ce le groupe le nom du corps? Est-ce que le corps appartient, et forcément par un certain nombre de canaux, dans ces moments-là, il appartient au groupe? On pourrait le formuler sous la forme: quelle est la relation entre le nous et le je, entre le nous collectif, groupal, pour l'instant je ne distingue pas les deux niveaux, collectif et groupal, et le je individuel ou personnel. Et ma question était, mais pour que ça marche comme ça, alors que nous ne vivons plus dans cette forme de groupe extrêmement prégnant, on ne vit plus en clan, on ne vit plus en tribu, on ne vit plus comme ça. Est-ce que, si ça fonctionne comme ça dans ces mises en scène, est-ce que ça veut dire qu'il y a en quelque sorte des programmes qui ont été inscrits en nous depuis très longtemps? Et est-ce que il y a des choses là d'une grande antiquité? Et donc très, très logiquement, j'ai été chercher du côté de cette antiquité. Alors c'est une antiquité relative parce que c'est une antiquité pas forcément historique, mais c'est une recherche du côté de ce qu'on appelle les peuples premiers, c'est une recherche du côté de l'anthropologie, de l'ethnologie, de l'anthropologie. Et je ne suis pas universitaire, je ne suis pas ethnologue, anthropologue, sociologue, historien, linguiste. Donc j'ai pioché un peu partout, j'ai fait un peu mon marché, mais il y a beaucoup de choses qui sont très troublantes et puis qui, au fur et à mesure des recherches, se complètent. Une des choses les plus frappantes dans ce que j'ai trouvé, c'est que le corps, d'abord il y a un certain nombre de... Alors je parle de sociétés, comme on dit, les peuples premiers, les peuples sans langage, etc. Un certain nombre de cultures, par exemple, où il n'y a pas deux mots, il n'y a pas un mot pour désigner le corps. Il y a des mots pour dire les bras, la tête, les jambes, mais il n'y a pas un mot qui veut dire corps, le corps entier. Et dans beaucoup de cultures, le corps n'est pas considéré comme une entité en soi, c'est-à-dire habité par une personne, avec une intériorité.
beaucoup d'ethnologues décrivent ça comme un corps en 2 dimensions. Il existe à travers le circuit des relations qu'il a avec le reste du groupe. Il existe en fonction de tous les éléments, l'identité, la fonction, le langage, le relie au reste du groupe. Le corps, par exemple, est marqué, bien sûr, par les tatouages, les scarifications, les vêtements, etc. Mais ce n'est pas au choix de chacun. C'est très connoté en fonction du peuple auquel ils appartiennent et dans le peuple en fonction d'un certain nombre d'éléments. Il peut y avoir des petites variations d'élégance personnelle, mais ça permet de situer et de voir à qui on parle. Et donc il y a un réseau, c'est ce réseau qui porte ce corps. Donc, dans son fonctionnement, le corps est relié à l'ensemble du groupe, ce qui fait que la souffrance, il y a les souffrances des problèmes, des troubles physiques ou des troubles de comportement, ne seront pas rapportés à la personne qui serait à l'intérieur du groupe, mais sont rapportés à des éléments du réseau. Ils seront diagnostiqués comme dans le réseau et traités dans le réseau, de façon collective ou groupale. Donc il n'y a pas, tout ça va dans le sens de dire que c'est comme s'il n'y a pas d'intériorité au sens où nous l'entendons, de monde intérieur. Il y a un exemple qui est donné par un ethnologue qui est intéressant à propos de ses contacts avec les Kanaks de Nouvelle-Calédonie au début du XXe siècle, qui dit que à une jeune femme, on ne dira jamais « tu », on dira « vous », parce que cette femme est virtuellement porteuse d'un enfant. Donc pour le groupe, elle sera mère, elle sera porteuse d'un enfant pour le groupe. Donc elle existe dans cette virtualité avec cet enfant. Quand on lui parle, on parle aux deux. Et on pourrait dire elle est mère porteuse, Et on lui parlera comme ça. Alors, à qui appartient le corps dans ces cas-là? De qui le corps est-il le nom? Il est le nom du groupe, c'est évident, et il s'identifie au groupe. Il est d'abord, même quand tu n'as pas de micro, Il y a un certain nombre de peuples où, quand quelqu'un a commis quelque chose d'extrêmement grave, on ne le met pas à mort, parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un de son propre groupe, mais on le chasse, on le bannit. Et le bannissement, c'est la mort assurée. Quelqu'un qui est sorti de son groupe, c'est très puissant. C'est encore puissant en Afrique. Les gens ne veulent pas s'aventurer seuls dans la brousse, parce que la brousse est le lieu de tous les dangers, de tous les esprits, et le meilleur moyen pour paniquer quelqu'un ou pour le faire mourir, c'est de l'envoyer tout seul dans la brousse. Et les gens meurent quand ils sont bannis. Ils meurent. C'est pour parler déjà de la puissance des liens entre le fonctionnement du groupe, le fait que la personne soit inscrite dans le groupe, et la puissance des liens avec le corps biologique, la façon dont le fonctionnement du corps dans sa biologie peut être articulé avec ce réseau. Et ça fait comprendre aussi la façon dont il peut y avoir des guérisons miraculeuses ou des morts à distance ou l'action à distance, ce qu'on appelle la sorcellerie ou anthropophagie en Afrique, etc., etc.
D'autre part, quand je parle du réseau, il y a un deuxième élément qui est très très prégnant dans un très grand nombre de ces cultures, c'est que le corps qui est dans ce réseau, quand on parle de ce réseau, il y a un réseau visible et un réseau invisible. Il y a les vivants visibles, ceux du réseau actuel, du groupe actuel, de la famille, du groupe, du clan ou du village, etc. Et puis il y a le réseau des vivants invisibles, c'est-à-dire le réseau des ancêtres. Et le réseau des ancêtres est très important parce que c'est lui qui perfuse, qui est en rapport avec l'énergie de l'univers dans ce mode de pensée, et qui perfuse, qui donne la vie jusqu'à un certain moment. Un enfant qui naît, c'est un ancêtre qui revient. Hein. En Afrique, c'est un ancêtre qui revient parmi les vivants actuels. Donc on ne parle pas des morts, mais c'est plus juste de parler des vivants invisibles. Il y a un réseau invisible et qui est très très fort. Ce qui fait aussi que la mort est vécue de façon tout à fait différente. Quand on meurt, on passe dans la partie invisible du réseau. Et donc, il peut pas y avoir... Il y a un certain nombre de manifestations, mais il n'y a pas de manifestation de dépression ou de deuil individuel au même sens que nous les vivons. Et on pourrait dire ce double réseau, on pourrait le percevoir comme un réseau qui est horizontal, qui est le réseau des vivants actuels, de ce qui est vécu maintenant, dans l'espace actuel du réseau des vivants visibles, et puis un réseau vertical qui est en lien avec les vivants invisibles. Ceux qui sont devenus ancêtres, et qu'il faut continuer d'honorer, bien sûr, c'est très important, et qui continuent d'agir. Et puis peut-être le réseau de ceux qui sont à naître. On pourrait dire d'une certaine façon que c'est une double énergie. Le réseau actuel, c'est une énergie maternante qui assure une protection, un environnement chaleureux, solidaire, etc. Et le réseau vertical, c'est un réseau paternant parce que c'est le réseau du sens, c'est le réseau du savoir, parce que c'est ce réseau-là qu'on va interroger quand on veut avoir la solution d'un problème. Et c'est parce que les ancêtres, les vieux sont très près de ce réseau qu'ils ont un savoir, ils sont déjà un peu en porosité avec ce monde, et ils peuvent donner des solutions, ils peuvent donner du sens. Et donc ils sont en rapport avec ça. Il y a cette double articulation. Et donc ça amène bien sûr, à partir de la description de ce monde, je me trouve à constater un écart sérieux entre ce monde tel qu'il a été et qui existe encore, et dont on peut supposer qu'il a été le nôtre pendant très 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 longtemps, suffisamment pour s'inscrire dans notre chimie intime, je dirais, et puis le monde actuel, notre société, qui fonctionne d'une façon très différente. Nous ne sommes pas un corps à deux dimensions, nous sommes un corps avec quelqu'un à l'intérieur. Et il y a une inversion, c'est-à-dire que nos souffrances, nous les ressentons comme les souffrances de quelqu'un qui est là, qui est à l'intérieur. Nous avons tendance à penser maintenant, et nous le pensons, qu'une bonne partie de la cause de nos souffrances vient de ce qui se passe à l'intérieur, de nos conflits, de notre histoire, de ce que nous avons incorporé. Nous avons tendance à penser que les ressources
pour sortir de ces souffrances et de ces conflits, ces ressources sont à l'intérieur. Donc vous voyez, on est dans une société tout à fait différente. J'ai appelé ça la société à individus. C'est la société du premier type, où l'individu est un membre du groupe, et il appartient au groupe. C'est pas lui qui décide de son sort, il appartient au groupe. Les femmes appartiennent au groupe par rapport à la maternité, aux enfants, etc. Les hommes appartiennent au groupe parce que leur vie appartient au groupe, pour la guerre, pour la chasse, etc. Les ennemis prisonniers appartiennent au groupe parce qu'ils deviennent esclaves, etc. Et nous sommes dans une société à personne, c'est-à-dire une société où je suis celui que je suis. Je m'appartiens, j'ai un nom, mon corps, c'est le corps de Lucien Tenenbaum. Et à l'intérieur, il y a une espèce d'entité indissociable du corps qui porte le même nom, ça m'appartient. Et il y a tout un monde intérieur là-dedans. Cette évolution, c'est une évolution qui est propre à l'histoire occidentale, qui a été préparée par un certain nombre de choses, je ne vais pas entrer dans le détail, par la Grèce, par les religions monothéistes, et qui a vraiment est apparue de façon très, très nette, je dirais, au moment de la Renaissance, où est apparu le mot d'humanisme, et où la personne est devenue une personne. L'époque où apparaît le portrait en peinture et l'autoportrait. Avant, les portraits étaient toujours stéréotypés. Ils représentaient des fonctions, des idoles, des icônes, etc. À partir du XIVe, XVe, XVIe siècle, apparaît le portrait et l'autoportrait. Et des gens comme Dürer fait des autoportraits toute sa vie de lui. Et après, ça s'est développé, puis apparaissent les autobiographies, etc., etc. Un jour apparaît un truc qui s'appelle les droits de l'homme. Donc les droits de l'homme, c'est une cassure fondamentale par rapport au groupe, puisque dans le groupe, l'homme n'a pas de droit, l'homme individuel, personnel, n'a pas de droit. Il a des devoirs, le groupe a des devoirs envers lui, chacun a des obligations, mais la personne individuelle n'existe pas. Il y a un moment où il y a une rupture dans l'histoire qui se fait en Occident par rapport à ça, et qui se développe et qui s'approfondit encore à notre époque, puisque notre époque est, le bébé est une personne, la personne âgée est une personne, c'est devenu une formule très, très forte. Chacun a le droit de vivre sa vie, de s'épanouir, et je dirais que le grand écart entre les deux, il peut être résumé dans une formule très courte, c'est-à-dire que dans une société groupale, ou une société que j'appelle à individu, chaque individu est à sa place et doit rester à sa place. Et dans notre société, chaque individu a une place. Il faut qu'il la trouve, il faut qu'il la cherche, qu'il la trouve, qu'il la défende, qu'il l'assume, etc. Et ça, c'est du boulot. C'est du boulot et c'est fatigant. Et c'est à ce prix qu'il s'émancipe du groupe. Et c'est un peu comme ça que dans la suite aussi, alors avec mon activité de psychothérapeute et le travail sur la dépression, que je comprends l'épidémie dépressive, c'est-à-dire qu'on est tous plus ou moins, enfin un certain nombre d'entre nous, en tout cas d'entre nous qui connaissent ou avons connu la dépression, on a vécu ce chemin, d'avoir à faire ce chemin, parce qu'on a vécu la séparation d'avec le groupe et cette nécessité de se trouver avec ces impératifs. Épanouis-toi, deviens toi-même,
Va au bout de tes ressources, choisis ton destin, choisis ta vie, etc. Toutes des choses qui n'ont pas de sens. Jusque dans les années 90-95, dans l'Albanie, qui est si proche de nous, dans le nord de l'Albanie, où il y avait encore des sociétés tribales, tradition tribale clanique très forte, il y avait une tradition, et je ne sais pas si elle a disparu. Quand une petite fille naît dans une famille, on fait alliance tout de suite avec un autre clan, on la marie avec un enfant qui vient de naître d'un autre clan, ou enfin on la promet à un garçon qui vient de naître d'un autre clan ou qui vient de naître. Mais la bonne fée, pour être sûre de la promesse, met une balle de fusil dans le berceau. Parce qu'au jour où elle devient nubile, c'est-à-dire mariable, peut-être vers 14 ou 15 ans, si ça ne s'accomplit pas, si la promesse ne s'accomplit pas, la balle est pour elle. Et c'est tout à fait licite et honorable de la tuer, si elle ne le fait pas elle-même. En général, c'est le privilège du frère aîné, mais souvent c'est celui du père. Et donc on va faire revenir le frère aîné des États-Unis, où il est en train d'étudier pour être informaticien. On va le faire revenir dans son village pour lui remettre le fusil entre les mains et pour qu'il tue sa sœur. Et on plaisante sur l'Albanie, mais il y a eu un certain nombre de crimes d'honneur qui se sont produits en Allemagne, en Belgique, en France, qui ressemblent à ça, hein, où une jeune femme essaye de s'émanciper de son milieu d'origine. On va consulter le patriarche qui vit dans un vieux village perdu en Anatolie ou au Pakistan et qui dit « ça ne se discute pas ». Et ça finit par le meurtre de la jeune femme en question, parce qu'elle ne s'appartient pas. Elle ne s'appartient pas. Et là, donc, c'est le drame des deux types de sociétés, où il y a un affrontement. Nous, on est dans ce mode de fonctionnement parce que c'est la logique du fonctionnement dans lequel on a été depuis plusieurs siècles. On aboutit à ça. On l'a co-créé, on le co-crée tous les jours dans les choix qu'on fait. Mais il y a un certain nombre de cultures qui sont confrontés à ça de façon violente, non voulue. Et c'est source de grande souffrance. Donc ce que j'ai appelé... oh, 10 minutes. Oh. J'ai appelé ça le dégroupage. Le dégroupage. Nous vivons le dégroupage et ses conséquences. Et je vais vous lire, c'est un passage de 5 lignes d'un écrivain qui s'appelle Naipaul, qui est un écrivain indien de langue anglaise, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années, et qui a beaucoup écrit sur les émigrés indiens qui vivent en Occident. Et dans une de ses nouvelles, il y a un de ses personnages qui parle comme ça. Il dit « Dans le passé, j'étais mêlé à l'eau du grand fleuve. Je n'étais jamais séparé avec une vie à moi. » Le personnage en question, il vit du côté de Washington ou de New York. Il tient un kebab ou quelque chose comme ça. Je n'étais jamais séparé avec une vie à moi. Mais je me suis contemplé dans une glace et j'ai décidé d'être libre. Le seul avantage de cette liberté a été de me faire découvrir que j'avais un corps, que je devrais, pendant un certain nombre d'années, nourrir et habiller ce corps, et puis tout sera terminé. L'intérêt des grands écrivains, c'est qu'ils disent en 5 lignes ce que j'essaye de raconter depuis 1 heure, en essayant de trouver mes mots. Là, en 5 lignes, c'est dit, et c'est dit de l'intérieur.
de ce que vivent et de ce que peuvent vivre et dire parfois au risque de leur vie. Vous voyez l'histoire de Salman Rushdie, hein, qui a passé des années de sa vie dans la clandestinité pour avoir dit des choses de cet ordre et pour avoir prétendu être libre. Où il y a actuellement toute une génération d'écrivains et d'écrivaines nigérianes qui écrivent des choses passionnantes, qui tournent autour de ça. Donc, ce dégroupage aboutit à une société où il y a forcément un nouveau système de valeurs. Quand on parle pour le statut du corps, pour la notion de personne, un des marqueurs très forts qui montre que ce phénomène s'est encore approfondi et précisé depuis peu de temps, depuis 10-20 ans, c'est la notion d'intrusion. La notion d'intrusion dans le corps de l'autre, dans la vie de l'autre. Et c'est devenu quelque chose à quoi nous sommes très sensibles. Et je peux dire, avec mes 3 siècles d'âge, que avant on n'avait pas la même sensibilité à l'intrusion, et que beaucoup de choses qui se faisaient de façon très naturelle, même dans une société du type que je décris comme la nôtre, seraient scandaleuses aujourd'hui. Cette hypersensibilité à l'intrusion, c'est-à-dire à franchir la limite du corps propre, et qui équivaut à franchir les limites de la personne, à faire intrusion dans un espace personnel. Alors que quand c'est un espace à 2 dimensions, cette question n'existe pas. Dans un espace à 2 dimensions, dans un groupe, l'intrusion, elle est au niveau du groupe. C'est quand on franchit les limites du groupe que l'intrusion est ressentie comme intrusive, pas au niveau d'un des membres du groupe. Et ça fait c'est très particulier, c'est très visible. Avec ce dégroupage, on perd l'accrochage sur le réseau horizontal, on perd l'accrochage sur le réseau vertical. Le réseau, et vous savez à quel point notre rapport avec les morts et avec les ancêtres s'est modifié. Comment on continue le culte des ancêtres, comment on les honore, quelle place ils ont, avec cette idée que beaucoup d'entre nous partagent, que quand c'est fini, c'est fini. Tout le monde ne le partage pas, mais assez de gens le partagent pour que ça fasse partie d'une des idées banales de notre pensée, de notre société. Et donc là, j'en viens, j'ai 5 minutes pour parler de la thérapie, c'est génial. Hein ? Oh, c'est suffisant, largement, oui. Parce que j'ai un petit truc, là, j'ai une formule qui me plaît bien. Voilà. Alors, il y a des éléments, évidemment, je survole un peu, hein, là, le sujet, vous imaginez, 3 quarts d'heure pour résumer un livre de 2000 pages, qui n'est pas encore écrit. Il y a des notions comme ça très, très fortes. J'ai dit le marqueur de l'intrusion, mais il y a la notion de la place, de sa place, de trouver sa place, de trouver de l'identité. Quelle est mon identité propre, personnelle, en dehors des identités qui
qui m'arrive ou qu'on me colle, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui constitue ma propre identité? Et puis, quelle est ma valeur? Parce que c'est à moi de reconnaître ma valeur. Dans une société groupale, on te donne ta valeur. Tu peux avoir une grande valeur, mais ça résulte de ce que tu fais, de la place qui t'est donnée par le groupe, de ce que tu vas faire, des exploits que tu fais. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui rendent la psychothérapie nécessaire. Ce qui rend la partie nécessaire, c'est qu'il y a la disparition de ces accroches sur le réseau groupal, c'est-à-dire on est rattaché à un certain nombre de gens, mais on est tous, je pense, très attentifs à s'émanciper par rapport à nos attaches et à sortir des relations convenues, à sortir des relations statutaires. On revendique de pouvoir avoir des liens avec les gens de notre famille ou même les gens qu'on aime, qui sont en rapport avec nos sentiments, avec les affinités, plus qu'avec notre place dans l'organigramme familial. Or, alors que dans un groupe ou dans des systèmes groupaux, comme par exemple dans une famille chinoise, par exemple, ou japonaise, l'organigramme familial situe très précisément la place de chacun et il faut se comporter en fonction de cette place dans l'organigramme. Donc, ces supports, parce qu'évidemment, c'est des supports, c'est très porteur, ces supports se sont dissous. Comment on se débrouille? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on arrive à faire face aux défis que ça entraîne? Donc aux souffrances, à des souffrances qui vont prendre des formes particulières. Bon, je ne vais pas entrer dans les raisons qui font que ça va prendre telle forme, une forme de toxicomanie ou une forme de dépression ou de psychotique, etc., etc., mais ça prend des formes. Tiens, c'est pas la bonne page. Ah oui. Ce qui permettait de résoudre les problèmes, c'est-à-dire l'énergie des ancêtres ou la mobilisation des forces du groupe, tout ça, c'est dévitalisé, c'est débranché. Donc, il faut trouver les ressources ailleurs. Et puis, il y a aussi cette idée qui est sous-jacente que peut-être bien qu'il n'y a pas d'autre vie que celle-ci et qu'il s'agit de vivre maintenant. Et donc, je dirais que c'est assez pour rendre la psychothérapie nécessaire. Heureusement, la psychothérapie est apparue. Et ce sont les mêmes caractéristiques qui rendent la psychothérapie possible. Puisque c'est là qu'il y a ce droit à ne pas souffrir, cette revendication à ne pas souffrir, à pouvoir transformer sa vie, à pouvoir réussir sa vie, à sortir des entraves, des freins, etc., qui va avec l'évolution de cette société, notre droit, l'égalité, l'émancipation, et qui génère une demande de changement, de transformation, qui est un mot-clé aussi de notre société, de cette société-là. Ce qui rend la psychothérapie possible, c'est cette idée maintenant que nous avons les ressources à l'intérieur de nous, dans les limites de notre entité psychocorporelle. Et cette idée que le travail, qu'il y a la possibilité de faire un travail sur cette dimension-là. Et la psychothérapie apparaît logiquement dans ce contexte d'évolution sociale. La psychologie comme science humaine apparaît à la fin du XIXe siècle. La psychothérapie, bien sûr, est fille de la psychanalyse. Donc elle apparaît dans
les bourgeoisies déchristianisées et déjudaïsées d'Europe centrale au début du XXe siècle, donc dans des milieux qui sont très liés à cette évolution que je décris, d'une société de personnes. Et puis, avec le siècle, vont apparaître en partie, donc à partir d'un certain nombre de gens issus de la psychanalyse et aussi de contacts avec des traditions orientales venues par la Californie, vont apparaître des psychothérapies psychocorporelles, dont de brillants conférenciers vous parleront tout au long de ces 3 jours. Mais c'est pour dire que ça vient avec, c'est une création qui est venue avec cette société, peut-être qui disparaîtra si cette société évolue vers un autre mode de fonctionnement, et où tout ce que nous croyons disparaîtra comme cendre dans le vent. Oui, bah... Ok. Comme cendre dans le vent, c'est une belle conclusion, hein. Ah oui, non, il y a une idée qui m'est venue cette nuit, là, que j'ai dû réécrire très vite. C'est ce parallèle entre... donc, quand on travaille, quand on accompagne les gens en psychothérapie, et on le sait aussi pour avoir été patient soi-même, thérapisant, hein, et puis pas seulement 6 mois, on sait à quel point c'est pas facile de changer, à quel point c'est pas facile de changer, à quel point cette idée de mon corps m'appartient, où je suis mon corps, j'habite mon corps, c'est chez moi, à quel point c'est difficile d'y arriver, à quel point ça nécessite vraiment un travail, à quel point il faut défaire un certain nombre de constructions et de façons d'être et de façons de penser. Et pour moi, c'est comme si on revisitait toutes ces étapes que la société a traversées depuis plusieurs siècles, et que notre résistance individuelle dans ce travail correspond aux résistances de la société. Quand il y a des mouvements dans la société qui disent il faut revenir aux vraies valeurs d'avant, il faut revenir aux origines, il faut revenir au temps béni où, je sais pas, l'islam du désert, le christianisme des ermites, etc., etc., un temps mythique, mais qui parle d'une difficulté, d'une souffrance avec le changement. Et c'est cette notion de changement aussi qui est très forte, et cette notion de résistance, où la résistance individuelle, là aussi, parle de la résistance collective. Et le dernier mot que je dirais pour ça, c'est que j'ai des fois eu le sentiment, ça sera mon avant-dernière conclusion, j'ai des fois le sentiment que on travaille, c'est un accouchement, nos salles de travail, c'est une salle de travail d'un accouchement microsocial par rapport à un phénomène d'accouchement macrosocial qui se passe à l'extérieur, qui se passe dans l'ensemble de la société. Et je pense maintenant qu'un des points un des éléments qui nous permet de bien être conscient de ça, c'est l'âge auquel nous décidons de devenir psychothérapeute. C'est-à-dire que on décide pas à 18 ans de devenir psychothérapeute. On le décide à un certain âge, et pour un grand nombre d'entre nous, c'est une deuxième vie. C'est un moment de changement important dans la vie, un moment d'émancipation par rapport à une première vie qui a été beaucoup plus dans le conforme à un certain nombre de programmes, conforme à un certain nombre d'obligations, et qu'il y a un moment où on ne peut plus continuer comme ça,
et il faut que quelque chose change. Et là, il y a ce moment de basculement dans la vie qui est souvent, c'est un moment difficile avec tout ce que ça implique, hein, de changements à mettre en place, mais qui est très, très puissant. Et je pense que c'est un des endroits où on peut voir comme ça, un peu comme sous le microscope, se produire les changements de la société. Je vous remercie de votre attention. Merci. Alors, il nous reste un petit peu de temps pour les questions, même si c'est pas beaucoup de temps. Je crois qu'il y a beaucoup de choses de ce qu'a dit Lucien qui nous sont absolument pas étrangères. Et je retiens surtout la dernière chose qui a été dite sur cette question de l'accouchement. On parle beaucoup du fait de cet accompagnement un peu de sage-femme et de cet accouchement qui a été le nôtre pour s'émanciper, pour changer. Donc je vous laisse la parole pour si vous avez des questions à poser à Lucien ou des réflexions qui vous seraient venues durant cette intervention. Alors moi, j'ai Frédéric. une réflexion qui me vient à votre écoute, c'est moi sur mon chemin personnel de thérapie en tant que thérapeute, j'ai la sensation que c'est d'avoir accepté que mon corps ne m'appartenait pas complètement et que j'étais effectivement lié sur les plans vertical, horizontal, qui fait que je trouve mon chemin personnel. Et voilà, ce lien-là qui me vient de votre écoute. D'accord, c'est refaire la paix avec cette réalité. D'accord, alors ça me fait penser à une chose que je n'ai pas dite, mais qui fait partie des choses essentielles, comme tout ce que je n'ai pas dit. C'est ce que j'appelle la loyauté infidèle, c'est-à-dire la façon dont, à un moment, on se pense trahir nos parents ou nos grands-parents ou l'intergénérationnel, et en fait c'est en désobéissant, entre guillemets, et en acceptant d'être dans ce qui nous correspond, qu'on leur est fidèle, parce que le mouvement a été initié par eux. Le mouvement a été initié par eux, d'une certaine façon, ils ont rompu avec quelque chose, que ce soit nos parents immigrés, que ce soit nos parents qui ont quitté leur milieu ou qui ont eu des engagements tel ou tel et qui n'ont pas pu ou n'ont pas su porter ce mouvement en leur propre nom. Et il s'agit de pouvoir... Il y a un moment où on se réconcilie avec ça, en étant apparemment infidèle, en étant apparemment traître. Et c'est... quand tu parles de ça, ça me fait penser à ça. Oui. Il y a deux personnes. Moi, je voulais dire, ça m'a marqué ce que tu dis là sur cette société qui est plus très verticale, qui n'a plus le vertical en fait, parce que moi je le vois chez moi et chez beaucoup de clients. C'est vraiment important ce truc de comment je peux exister en sortant du groupe et comment je fais pour retrouver d'autres supports. Et je trouve que du coup c'est très difficile de lâcher justement ce fonctionnement et ces blessures pour essayer de retomber quelque part où il n'y a pas forcément de support à l'intérieur et à l'extérieur en fait. Donc je trouve que la façon dont tu l'as montré, c'est assez éclairant. Je ne sais pas quelle est la solution d'ailleurs encore, mais alors, on retrouve un vertical personnel. Je pense un des points importants de l'accompagnement psychothérapique, c'est de bricoler, trouver
des modes de fonctionnement qui ne soient pas un retour en arrière. C'est-à-dire devenir soi-même sans retourner dans le... bon, il y a des gens qui rentrent dans les sectes. Hein. Il y a des gens qui rentrent dans des idéologies très, très fermées, qui sont une façon de retrouver un ancrage, à la fois dans le vertical et dans l'horizontal. Parce que c'est des environnements maternants-paternants. Mais si on veut rester dans la logique de ce mouvement dans lequel on invente, et on voit tous les jours qu'on est en train d'inventer des modes de relation entre nous. Hein, et qu'un certain nombre des changements les plus importants qui se produisent dans notre société et ceux qui sont les plus mobilisateurs sont ceux qui portent sur les modes de relation, par exemple le mariage homosexuel, par exemple le suicide assisté, c'est-à-dire qui sont des problèmes tout à fait nouveaux avec la mise en place de façons nouvelles de vivre. Et je pense que quand je parle de salle de travail, je pense à ça. On accouche des façons nouvelles d'être, sans tomber dans la nostalgie, ni le retour à l'ancien. Tous les régimes totalitaires ont essayé de rétablir des choses très, très anciennes, hein, avec une mécanisation de l'humain. Mais est-ce qu'il n'y a pas, d'une manière ou d'une autre, dans le processus thérapeutique, en tout cas pour ce qui est de la psychologie biodynamique, ça, on l'a touché du doigt, à un moment donné, de toute façon, une dimension transpersonnelle, voire spirituelle, qui peut aussi être là pour redonner cette verticalité, ou en tout cas pour amener sur le chemin de cette verticalité. Je veux dire, le transpersonnel en thérapie, c'est pas quelque chose de nouveau, quoi. Et ça donne quand même aussi cette dimension verticale. Enfin, il me semble que Jung en a pas mal parlé. Je sais que nous, en biodynamique, on travaille pas mal aussi sur ces questions-là, à partir du corps, bien sûr. Mais il y a une verticalité aussi qui est redonnée. Enfin, je veux dire, on ne reste pas juste sur la réparation du réseau relationnel personnel. J'entends bien ce que tu dis, je ne sais pas quoi dire. D'accord. Rosanna ? Oui, Rosanna. Moi, j'ai été très touchée par cet aspect de votre pratique, c'est-à-dire ce travail avec le cercle, où effectivement la personne psychotique, la personne dépressive, se transforme à l'intérieur de ce cercle, parce qu'il y a cet étayage qui monte terriblement dans notre société occidentale. Mais ça m'a renvoyé à un article intéressant que j'ai lu dernièrement, où il est question d'un chaman qui vient d'un village africain, d'une tribu qui s'appelle Dogara, quelque chose comme ça, et qui est évoqué par un psychiatre qui s'appelle le docteur Sommet. Et donc ce psychiatre, ce chaman vient visiter les hôpitaux psychiatriques, et il est absolument atterré de la souffrance qu'il trouve dans ces lieux. Et il ne comprend pas qu'on traite ces malades de la sorte, les camisoles, etc. Toute cette pharmacopée, les psychotropes. Parce que pour eux, en fin de compte, ce sont des guérisseurs en devenir, et que ce sont pour eux des crises spirituelles absolument nécessaires pour faire naître au final le guérisseur. Voilà. Et il prend un exemple à un moment donné d'un jeune américain qui a 18 ans et qui souffre donc de psychose depuis qu'il a 14 ans, donc sous psychotrope, etc.
Et ce psychiatre décide de l'amener dans cette tribu africaine où effectivement il va y rester 4 ans et il va guérir définitivement de sa psychose. Si bien que 4 ans après, il retourne donc aux États-Unis et il suit tout un cursus en psychologie à Harvard. Et c'est extraordinaire la transformation et la guérison de ce jeune homme. Donc c'est pour aller un petit peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous manque à nous, société occidentale, c'est des rites de passage, on n'en a plus, à part le permis de conduire, ou peut-être, je ne sais pas, si vous en voyez d'autres. Mais il nous manque cet ancrage, cet étayage, et on est finalement complètement éclaté, alors que dans ces sociétés-là, il y a cette unité, il y a cette force, cet accompagnement communautaire, cet étayage qui nous fait tellement défaut. Donc j'ai trouvé ça très très intéressant. Et effectivement, en biodynamique, le travail individuel est très important, mais il y a surtout ce travail en groupe qui est tellement porteur aussi et qui constitue un véritable étayage. Et je dirais verticalité, horizontalité, mais à la croisée des chemins, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le cœur aussi. Et ça, c'est très important. Il y a ce cœur qui nous permet de trouver notre force intérieure et de rayonner. D'accord, un bon témoignage. Tout à l'heure, quand j'ai réagi à ce que tu as dit, c'était pas ironique, hein, c'était simplement parce que je sais pas. Oui, d'accord. Hein, Il y a pas d'accord. Oui. Et Eric? Oui, moi j'ai trouvé ça très éclairant sur mon propre processus et de voir comment mon processus est inscrit dans un processus beaucoup plus collectif. On passe d'une société de l'individu à la personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a dans ce processus-là une sorte de retour maintenant, une fois qu'on s'est dégroupé, un retour où maintenant on cherche à rétablir de nouveau le groupe, mais d'une autre manière, c'est-à-dire en étant dans notre personne. Oui, ça, je pense que c'est là-dessus qu'on est en recherche, qu'on est tous un peu en recherche, c'est-à-dire être reliés sans abdiquer notre liberté, hein, et notre intégrité, notre personne. Et c'est une recherche en cours. Parce que dans ce processus, Pascal. de dégroupage, ce que j'entends, c'est comme si on devait finir par devenir une totalité à soi tout seul et sans verticalité en plus. Moi, c'est là que je vous ai laissé, en fait. C'est comme si vous avez décrit un processus de dégroupage social avec aussi une certaine verticalité de lien, pour amener là où on en est, comme devenir à soi tout seul un tout. Ce qui est apparemment pas facile du tout, voire même pas possible, parce que, comme dit Eric, j'ai l'impression qu'on est en train de chercher des nouvelles façons d'être avec et reconstituer tout, mais réindividualiser peut-être, reformuler différemment. Mais si on s'arrêtait là, j'ai l'impression que ce serait C'est difficile. oui, Moi, je dirais c'est psychotique. C'est pas difficile, c'est psychotique. C'est-à-dire que cette vision de l'individu complet est pour moi une psychose. Et revenir, tu parles de mouvement et revenir en arrière. Mais pourquoi privilégier le mouvement et pourquoi refuser le retour en arrière? C'est-à-dire que tu as parlé du 19e du siècle des Lumières, etc., Renaissance, mais il y a quelque chose qu'on oublie, c'est la mécanisation et la déterritorialité. C'est-à-dire quand on met tous les gens, on les prend de leur endroit, on les met dans des usines, devant des machines, faire un boulot débile,
on considère ces personnes comme des machines, et une machine est effectivement autonome. Encore qu'il faut lui mettre de l'électricité ou autre, elle ne fonctionne même pas toute seule. Il faut la remonter, la pendule, etc. Donc, arriver à ce summum de l'individu complet, alors que sans air, sans bouffe, sans rien, je meurs en très peu de temps. Je parlais des Africains qu'on vit tout seuls dans la jungle, mais nous, on nous coupe l'air, c'est pas les 4 minutes, c'est dur. Donc, pensez l'humain, pensez n'importe quoi du monde, vous me coupez. On a vu le principe de le paradoxe pair, là où les 2 électrons sont au courant l'un de l'autre à des centaines à distance. Penser soi-même comme individu qui peut se compléter à lui seul est un délire. Et dans ce délire-là, on cherche des solutions encore plus délirantes, du genre mariage homosexuel, du genre trouver ses ressources. C'est-à-dire que dans l'accélération liée à une déstructuration sociale, on arrive à accélérer un peu plus vite pour trouver un peu plus de solutions aux problèmes posés par l'accélération. La différence avec la biodynamique, enfin la différence, je ne sais pas si c'est une différence, mais un aspect magnifique de la biodynamique, c'est que nous donnons une importance énorme à l'endoderne. Et quand les gens disent « j'ai un corps », en général, ils ne parlent pas de ça. Ils disent « j'ai mal au ventre », quelque chose d'extérieur. Ils ne disent pas, ils disent « je suis heureux, je suis machin », mais ils ne disent pas « je suis mal au ventre », ils disent « j'ai mal au ventre ». Donc, nous, on va travailler sur l'endoderne, c'est-à-dire sur le non contrôlé. Et c'est là qu'apparaît une vie reliée, qui fait que certains parlent de spirituel, etc. On dit mais c'est magique, tout est vivant, et je suis partie de ça, et je ne l'existe pas tout seul. Alors on ressent de manière ou d'une autre, chacun à notre manière. Donc on a une notion d'une société qui d'ailleurs est théorisée comme terrible du passé, puisque le moderne est à la mode, mais on a une vision de société qui est pathologique, et pour cette pathologie, on a explosé la matrice, on a explosé la coque, et on a dit, débrouille-toi tout seul pour être libre. Mais cette liberté-là est assez paradoxale, parce que quand on regarde l'homme moderne, il est de conformisme qu'aucune société traditionnelle n'impose. Je veux dire, il faut que tout le monde ait son Nike, il faut qu'on soit ci, il faut qu'on ne déplaise pas au groupe, puisque je ne suis pas sûr du lien. Donc cette liberté étant été une prison intériorisée, comme aucune société traditionnelle n'a pu inventer une telle aliénation. Voilà mon apport de la biodynamique, au sens de cette découverte que mon corps est une source de vie et non pas ma propriété. Il est mon initiateur. Enfin, je le vois comme ça, chacun, vous avez votre manière de voir, mais on a notre écoute du psychoréalisme qui va nous donner une vérité qui n'est pas celle, ni la mienne, ni celle de mon groupe, mais qui est quelque chose de lié à une harmonie du vivant qui permet à la fois d'être contenu et dynamique. C'était ni que dans le groupe qui est bloqué dans la dynamique, ni que dans la dynamique qui est sans enveloppe, c'est-à-dire... Voilà. À mon avis, notre société moderne décrète, là on a vu maintenant, je peux moi me décréter femme sans opération, et donc je suis lesbienne puisque je continue à faire un nom avec Christiane. On peut décréter tout, on a M. Macron qui va décréter qu'aujourd'hui il pleut. Je veux dire, on est en pleine psychose, voilà. On est dans cette folie biologique. Voilà mon intervention. J'ai le temps d'une petite réponse. Une petite réponse de Lucien, et puis après on va faire une pause. Donc, est-ce que jusqu'à l'écart, ça te convient? Oh, oui. Voilà, je trouve ça très, très intéressant. Et j'attendais ce qui est pour moi la contre-provocation. Je dirais, là, le premier point sur lequel je ne suis pas d'accord, c'est de considérer la société comme on. On nous a fait une société moderne, on nous a fait ceci, on nous a fait cela.
c'est nous cette société. C'est nous avec les choix que nous avons faits depuis toute notre vie. On a été amené à faire des choix qui allaient dans ce sens, à choisir telle ou telle direction, à choisir en dehors des... Alors évidemment, les sociologues comme Bourdieu diront qu'il y a un certain nombre de choses qu'on retrouve dans les origines sociales, etc., les héritiers, comme il dit. Mais nous sommes co-créateurs de cette société, donc nous y avons notre part. Donc il y a quelque chose dans ce que nous vivons là qui est en rapport avec nous profondément. On n'est pas victime, on est peut-être en souffrance avec ça. Ça nous met peut-être en porte-à-faux avec quelque chose de plus inscrit, de plus ancien, etc. Mais quand tu dis il n'y a pas plus conformiste que nous, si, il y a plus conformiste que nous. Il y a les gens qui sortent des sociétés non modernes et qui entrent dans la modernité. Les Chinois, ils veulent tous avoir le dernier appareil sorti, ils veulent tous avoir le truc, le machin, etc. Il y a une frénésie de consommation et d'être au taquet, etc. Donc je dirais, il y a cet élément de nous sommes porteurs, et à la fois dans notre... ce qui nous a amené à être psychothérapeute, ce qui nous amène à faire ce travail, on fait partie du mouvement de cette société. Alors, qu'elle soit source de souffrance, c'est clair, qu'on cherche, nous, qu'on travaille sur le changement, c'est clair. Maintenant, la question que je pose, et sur laquelle c'est vraiment un point d'interrogation, c'est est-ce qu'il y a un vivant en soi, ou est-ce que, là aussi, on travaille sur des croyances, et qui fonctionnent parce qu'on croit qu'il y a ça dans notre corps ou dans telle partie de notre corps, qu'on va appuyer sur des notions scientifiques, mais les notions scientifiques, elles changent régulièrement. Les acquis scientifiques, par définition, ils sont faits pour changer. Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais faire ma remarque, sur le fait qu'on est co-créateur de cette situation, donc on est nous-mêmes traversés par ce mouvement à fonctionner comme ça, même si, par ailleurs, on en souffre, on est en porte-à-faux, on veut changer, on veut, etc., etc. Voilà. Ok, merci Lucien. On fait une pause.